et payés pour leurs fêtes. Les gouvernements, la société civile ainsi que les partenaires internes et externes pour le développement de la RDC prennent part du 28 au 30 juillet 2014 à un séminaire sur le budget participatif. L'ouverture a eu lieu à l'hôtel Sultani à Kinshasa par Daniel Moukoko, vice-premier ministre et ministre en charge du budget. Antenne A, le journal John Gomboa. Madame, monsieur, bonsoir et bon début de semaine. Nous allons commencer le journal en vous annonçant que le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Richard Mouyej, séjourne depuis ce matin en Angola pour la 7e réunion tripartite entre la République démocratique du Congo, l'Angola et le HCR sur les rapatriements des réfugiés angolais et congolais. Plus d'informations dans nos éditions à venir. Les musulmans du monde entier ont clôturé ce 28 juillet la fin du Ramadan. À Kinshasa, la communauté musulmane s'est réunie au stade de Martyrs. Les musulmans doivent être des vecteurs de la paix. Tel est le message donné par le représentant légal Mouini Ali. C'est un reportage de Anne-Marie Ossite et Safi Maléou. Des milliers de musulmans se sont donné rendez-vous ce 28 juillet 2014 au stade des Martyrs pour commémorer la fin du Ramadan, qui marque ainsi la fin de la période caractérisée par le jeûne que devait observer chaque musulman. Se privant volontairement d'aliments et d'anciennes habitudes, mais que peut-on retenir de ce mois sacré du Ramadan? Pour les musulmans, jeûner, ce n'est pas une façon de subir un châtiment de la part de Dieu. Non, jeûner pour nous, c'est se conformer simplement à la loi du maître de l'univers qui nous a imposé les jeûnes, et c'est là pour notre propre intérêt. Et nous nous devons ici de rappeler qu'en islam, jeûner ne veut pas dire rester affamé ou alors rester assoiffé. Mais bien sûr, pour que les jeûnes soient acceptés, on doit se priver de boire ou de manger pendant un certain temps, une certaine période. Mais pour nous, en réalité, les jeûnes voudraient dire abandonner les aliments qui nourrissaient le corps physique pour consommer les aliments qui nourriront notre esprit jusqu'à ce que nous soyons spirituellement rassasiés, c'est-à-dire que nous atteignions les niveaux de piété que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-il possible de concilier l'islam au terrorisme? Alors l'imam a essayé d'exhorter les musulmans à mettre un accent sur la nécessité pour nous de pouvoir acquérir une chaîne de télévision qui nous permettra, n'est-ce pas, d'équilibrer le rapport de force sur le terrain et aussi de faire connaître l'islam avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec les phénomènes des terroristes, des djihadistes et ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais qui sont finalement mis sur le dos des musulmans. Et nous nous retrouvons tous sur les bancs des accusés, alors que ce qu'ils posent comme acte contre les valeurs spirituelles et morales de l'islam n'ont rien à voir avec l'islam. Les représentants légaux de la communauté musulmane au Congo a exhorté les disciples de Mahomet à s'adonner aux œuvres sociales telles que la création d'écoles et des hôpitaux. Au Nord Kivu, comme à travers la République démocratique du Congo et le monde, eh bien, la tradition a été aussi respectée. Les musulmans ont clôturé le Ramadan. Plus de détails avec notre correspondant à Goma, Pascal Mouligua. À la clôture du mois de Ramadan, ils étaient rassemblés tôt ce matin au stade de Goma pour la grande prière d'Idal City. Loin d'ordinariat, à l'amorce du culte, Maître El Hadj Massoudi Kadogo, représentant de la communauté islamique au Nord Kivu, est passé par rappeler la vive intention de prière portée durant cette période de 2 mois, qui n'était autre que prier pour une paix durable dans la province du Nord Kivu, longtemps meurtrier. De très particulier, Massoudi Kadogo a condamné l'implication de certains musulmans dans des barbaries non pacifiques aux côtés des rebelles ougandais de l'ADF en territoire de Beni dans la partie nord de la province. Non seulement tout musulman de son entité est tenu de nécessaire à prier pour cette paix, mais aussi l'apport citoyen de tout et chacun des musulmans est nécessaire pour la consolidation de celle-ci. Ainsi en a recommandé les représentants de la communauté islamique au Nord Kivu. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Au sud Kivu voisin, les musulmans ont demandé au pouvoir public de consacrer une journée chômée à l'occasion de leur fête. Plus de détails avec notre correspondant à Bukavu de la Chance Mitima. La célébration de l'Eid el-Fitr n'est pas passée inaperçue dans la province du Sud Kivu. À Bukavu, par exemple,
Des séances de prière ont été organisées simultanément au stade de la Concorde de Kadutu et au terrain de la Société nationale des chemins de fer du Congo, la SNCC. Les musulmans du Sud Kivu ont profité de cette occasion pour demander au gouvernement congolais de décréter les deux fêtes musulmanes, c'est-à-dire l'Eid el-Barak ou la fête des moutons et l'Eid el-Fitr ou la fête qui sanctionne la fin du jeûne du Ramadan comme étant des jours chômés et payés en République démocratique du Congo. Les fidèles au prophète Mahomet veulent jouir des mêmes droits que leurs compatriotes chrétiens pour qui les fêtes de Noël et Pâques sont des jours chômés et payés. C'est ce qu'a laissé entendre le coordonnateur provincial de la Corporation des imams des mosquées, Cheikh et Ulema du Sud Kivu, centre de Nyawera, le Cheikh Mahmoud Maïmoun Ndofousso. Le message que nous adressons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, est de promulguer une loi déclarant chômés et payés les deux fêtes islamiques, parce que nous sommes citoyens de ce pays. Nous avons droit aux privilèges que jouissent nos frères non musulmans parce que eux jouissent des deux journées de fêtes chrétiennes, à savoir la fête de Noël et la fête des Pâques. C'est chômé et payé dans notre pays. En rapport avec la division qui règne actuellement au sein de la communauté musulmane du Sud Kivu, Cheikh Mahmoud Ndofousso rassure que des négociations sont en cours et pourront aboutir à une issue favorable grâce à la médiation du maire de la ville de Bukavu. Il y a un conflit qui déchire la communauté musulmane du Sud Kivu, mais nous sommes persuadés que nous allons trouver une solution parce que nous sommes déjà autour d'une même table sous la facilitation de son Excellence le maire de la ville de Bukavu et nous espérons que nous allons arriver à un résultat escompté par la grâce de Dieu. De Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A. Hier dimanche, le Premier ministre Matata Ponyo a fait visiter les parcs agro-industriels de Boukangalonzo à son hôte de marque, en l'occurrence le vice-président de la Banque mondiale, Mactar Diop. Ce dimanche, le Premier ministre a évalué avec les ministres de la Troïka l'impact du séjour du responsable de la région Afrique à la Banque mondiale. C'est un condensé de Jean-Louis Mersekama. La réunion hebdomadaire de la Troïka a essentiellement porté sur la visite du vice-président de la Banque mondiale région Afrique, Mactar Diop. Suite aux performances de la RDC, la Banque mondiale a consenti à un financement additionnel de 230 millions de dollars pour 3 turbines à Inga 1 et Inga 2 et pour la construction de microcentrales dans différentes provinces, ainsi que pour les travaux d'aménagement de l'aéroport de Goma dans le Nord Kivu. Au sujet du parc agro-industriel de Boukangalonzo, le vice-président de la Banque mondiale qui l'a visité a donné ses impressions. In fine, c'est un projet que je trouve très intéressant parce qu'il devra permettre de réduire de manière significative, si toutes les promesses qui sont, il tient toutes ces promesses, de pouvoir réduire de manière significative le coût des légumes et autres produits alimentaires qui pèsent sur le panier de la ménagère. Donc il y aura un impact au niveau du coût de la vie pour les populations congolaises, sur la macroéconomie, sur le transfert de technologies. Donc je crois que dans l'ensemble, c'est un projet qui est très prometteur et le Premier ministre et moi-même allons en parler et voir très pratiquement comment la Banque mondiale pourrait participer à cet apport. La Banque mondiale compte initier une réflexion sur le parc de Boukangalonzo préalable à un financement. À propos justement des financements, 230 millions de dollars, c'est ce que la Banque mondiale va accorder à la RDC. Le vice-président de cette institution l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre Matata Ponyo. C'est un reportage de Jean-Louis Mersekama. Mactar Diop repart avec une très bonne impression de la RDC. Tout à l'heure, le Congo démocratique avec beaucoup d'espoir et nous avons beaucoup de chantiers sur lesquels nous travaillons et la coopération entre la RDC et la Banque mondiale est excellente. Le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique était attendu par les médias sur plusieurs sujets, comme un probable appui budgétaire ou Inga 3. Nous allons continuer à travailler d'arrache-pied à accélérer le calendrier pour Inga 3. Qui pour nous, tout en continuant la réhabilitation, je voulais dire que nous réhabilitons 4 ou 5, 6 groupes dans Inga 1 et Inga 2 pour que la production ne s'arrête pas dans ce domaine. Après sa visite du parc de Boukangalonzo, on s'attend bien à un coup de pouce de la Banque mondiale. Nous allons travailler dans le secteur de l'agriculture et comme Madame de RFI voulait un chiffre, nous pensons à quelque chose peut-être de
de l'ordre de 100 millions de dollars qui pourraient être injectés à nouveau dans le secteur de l'agriculture, en plus des ressources que nous avons déjà mis dans ce secteur. Et nous verrons si ce sera à travers ces parcs ou autres initiatives, mais nos discussions nous ont permis d'identifier peut-être 100 autres millions de dollars que nous souhaiterions mettre à disposition du pays pour soutenir le secteur agricole. La Banque mondiale a un portefeuille de 3 milliards de dollars en RDC répartis en 25 projets. La plupart sont des dons ou des prêts à des taux concessionnels du guichet IDA, Agence internationale de développement, filiale de la Banque mondiale. Des millions de dollars, la Générale des carrières et des mines en a aussi besoin. Même pour l'instant, la GECAMINE évolue à pas des tortues. La preuve, son directeur général a été révoqué. Quels sont les défis de cette entreprise qui, en son temps, avait fait la fierté de l'économie de la République démocratique du Congo? La réponse dans ce reportage de Domomat et Duzen Belebele. Redorer l'image de la GECAMINE, c'est l'objectif que s'était fixé Kalesh Kand une fois à la tête de cette société étatique. 4 ans après, la DG de la GECAMINE est révoquée pour manquement grave dans l'exercice de ses fonctions. Un limogeage dont les explications demeurent, pour le moins que l'on puisse dire, ambiguës. Il est encore trop tôt pour que nous puissions commenter cette décision des autorités du pays portant sur l'AD Ahmed Kalesh. Mais il faut reconnaître que l'arrivée de ce comité de gestion a correspondu à la mise en place d'un plan de relance. Entre le moment où vous lancez un plan de relance et le moment où on vous évalue, il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des satisfactions. Je pense que les difficultés ont été peut-être minimisées, peut-être, je dis, mais elles sont réelles. Ahmed Kalesh parti, la GECAMINE continue cependant de jouir de ses potentialités. La GECAMINE a un potentiel suffisamment important dans la filière cuprifère et cobaltifère. La GECAMINE a des possessions des immeubles dans tout le pays, voire même à l'étranger. La GECAMINE possède ce qu'on appelle les centres de profit. Et pour que cette société redevienne le poumon économique de la RDC, voici quelques solutions envisageables. La GECAMINE, il doit se spécialiser, il doit revoir ses ambitions à la baisse un peu. On doit remercier un maximum de gens, avec tout ce que ça comporte comme implacabilité de décision. Mais en même temps, on doit avoir l'œil sur les compétences pour obtenir des compétences. Parce qu'à côté de la GECAMINE, il y a Tenke-Fungurume, il y a KCC, il y a d'autres entreprises performantes qui produisent. Donc la GECAMINE doit se mettre au même niveau et fonctionner comme une entreprise privée. L'espoir reste donc permis, mais le pire est aussi à craindre. Le transfèrement de FDLR du Nord Kivu, du Kivu vers la province orientale où l'Équateur a été à la base d'une polémique au niveau national. Notre rédaction s'est intéressée sur ce que disent les normes en ce qui concerne le déplacement des réfugiés. Comment sont-ils sélectionnés pour participer à un programme de réinstallation ou de transfert? C'est un commentaire de Paula Kalamba. La Convention de Genève de 1951 et le protocole de New York de 1967 relatifs au statut des réfugiés ont été ratifiés de façon quasi universelle par les États membres des Nations Unies. Et il est donc théoriquement possible pour une personne qui craint d'être persécutée de voir reconnaître le statut des réfugiés dans de nombreux pays. Pour ce faire, dans le cadre de la décision individuelle relative à l'admission d'une personne dans un programme de réinstallation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se base non seulement sur la constatation de la qualité des réfugiés, mais aussi et surtout sur les besoins particuliers de protection des personnes concernées. Cependant, pour les réfugiés qui, en raison des risques perpétuels de persécution, ne pourront pas retourner dans leur pays d'origine dans un avenir prévisible, mais qui en même temps n'ont qu'une perspective de séjour durable dans l'état dans lequel ils ont en premier trouvé refuge, parce que leur vie, leur sécurité, leur santé et d'autres droits de l'homme fondamentaux n'y sont pas garantis. La seule solution qui leur reste est souvent la réinstallation.
Aussi, les États d'accueil devraient, dans l'intérêt d'une intégration réussie, soutenir les réfugiés dans l'apprentissage de la langue, reconnaître leurs qualifications et leurs diplômes afin de les réinsérer dans la société. Avec un peu de chance, nous vous proposerons dans notre édition de demain ce qu'a été la marche de protestation de la société civile de l'Équateur face à l'option de transférer les FDLR dans cette province. Et puis, cette décision du gouvernement provincial de Kinshasa à l'endroit des taximens, motos et des propriétaires des véhicules sans plaque d'immatriculation. Ces derniers, ces véhicules sans plaque, ne sont plus autorisés de circuler dans la ville de Kinshasa. Quant aux motocyclistes sans plaque, ils ne peuvent pas circuler au-delà des 19 heures. La décision a été prise conjointement par le gouverneur de la ville de Kinshasa et les ministres de l'Intérieur du gouvernement national. C'est un reportage de Willy Kacha. Plus question de circulation des taximotos dans la ville après 19 heures. Cette décision prise par le gouverneur de la ville ce dimanche 27 juillet a pour but de remettre de l'ordre dans la conduite des conducteurs de taximotos dont certains se complaisent dans le banditisme. Deux inciviques utilisent les motos pour semer les désordres dans la ville. Voilà pourquoi je décide en tant que gouverneur de la ville que les motos circulent à Kinshasa de 6h à 19h seulement. Dépasser ces heures-là, vous courez le risque d'être arrêté. André Kimbuta Yango en a également profité pour exhorter les Kinoises et Kinois à la vigilance car, a-t-il dit, des actes inciviques se commettent de plus en plus dans la ville et ont comme auteur des taximens de motos et véhicules sans plaque d'immatriculation. Ozala ministre, ozala gouverneur, ozala général, ozala colonel, ozala député, ceux qui m'ont tout canayo et la plaque de babotoliam. Que vous soyez gouverneur, général, procureur, ministre ou député, personne n'a le droit de circuler sans plaque à Kinshasa à dater d'aujourd'hui. Ceci permettra aux services de sécurité d'identifier tout véhicule qui circule dans la capitale. Il est donc inutile de s'entêter. C'est une décision prise pour sécuriser les Kinoises et Kinois. Nakosenga na bana Kinshasa to batela ndenge mboko na biso zokende liboso bofongola miso boyoka pe baninga. Aux inciviques, le chef de l'exécutif provincial promet des sanctions sévères. Les nouveaux députés nationaux de Befale en province d'Équateur s'appellent Denis Ngunda Litimba. Il a été élu au terme des élections législatives tardivement organisées, vous le savez, la semaine passée, en attendant que la Cour suprême de justice valide ces résultats. Sachez qu'il a été élu avec 9 925 voix. Eric Izami vous en dit plus. National de la circonscription électorale de Befale à l'Équateur, Ngunda Litimba Deni a été déclaré élu député national. Pour respecter le prescrit des articles 223 de la Constitution et 71 de la loi électorale, la CENI a transmis à la Cour suprême de justice faisant office de la Cour constitutionnelle par l'entremise du rapporteur adjoint des procès-verbaux accompagnés de pièces jointes des résultats provisoires de cette élection. Législative partielle et de l'élection législative nationale de la circonscription électorale de Befale. Et cela conformément à l'article 223 de la Constitution, à l'article 71 de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales. Les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions jusqu'au moment où je vous parle.
aucun incident n'a été souligné. Et vous avez bien vu que les élections ont eu lieu le 24 juillet. Déjà le 25, la CENI a proclamé les résultats provisoires. Avec ces dépôts, le délai de recours en contestation éventuelle des résultats publiés, qui est de 8 jours, va courir du lundi 28 juillet au 6 août 2014. À propos justement du processus électoral, sachez que le vice-président de la CENI, André Pongwe-Songo, accompagné des 2 membres de l'Assemblée plénière de cette institution d'appui à la démocratie, a lancé les cadres des concertations dans quelques contrées de la province orientale, Kisangani, Bunia, Isiro. Ce soir, Eric Izami nous propose en page magazine l'étape des Bouta. Les élections de 2011 ont occasionné un peu partout mort d'hommes. Et du coup, tout ce qui concerne la CENI a été vomi par la population. À Bouta, situé à 328 km de Kisangani en passant par Banalia, la population a été agréablement surprise d'accueillir la délégation de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Pour s'être déplacé pour s'ouvrir aux souverains primaires, l'écouter, avouer les torts causés en 2011, lancer les cadres de concertation voulus comme étant des réunions d'échange d'informations électorales avec toutes les parties prenantes, la population de Bouta a repris confiance avec la CENI dans sa nouvelle configuration. Les cadres de concertation sont des réunions animées par l'organe électoral en faveur des parties prenantes du processus électoral en vue d'accéder à l'information électorale en toute équité et transparence. Donc, ce sont des réunions qui seront organisées. Nous venons de lancer, mais la suite sera tenue par notre service. Et ces rencontres permettront à la CENI, sans annulé son indépendance, ni prétendre agir outre son organe de décision, de requérir les avis et considérations des parties prenantes. C'est ça l'objectif des cadres de concertation. Donc, vos suggestions seront superposées aux contraintes de terrain et permettre ainsi des décisions qui ne constitueront nullement pas une surprise pour tous. Donc, quand vous venez dans le cadre de concertation, on va prendre en compte vos considérations, vos avis, pour que nous décidions en toute connaissance des causes. Donc, vu l'importance que revêt la tenue de ces forums, nous exhortons donc la participation massive de tout le monde pour que nous ayons des échanges constructifs afin de nous permettre d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Les questions, mieux préoccupations à soulever ont été nombreuses et variées en rapport avec les processus électoraux 2013-2016. Par exemple, pourquoi la CENI n'enrôle-t-elle pas les nouveaux majeurs? Le cycle électoral a commencé en 2011 et prend fin en 2016. Ce cycle électoral ne nous donne pas de prérogatives d'insérer des gens qui étaient mineurs. Les mineurs devenus majeurs ne seront pas pris en considération par la CENI. Sinon, pour le cycle ultérieur, c'est la loi que l'honorable avait votée au Parlement qui nous impose cette contrainte. Aussi, la population a trop entendu parler de la révision de la Constitution jusqu'au point de relayer de bouche à l'oreille les on-dit sur les articles verrouillés de la loi fondamentale. À ces différentes rencontres, à la base, la CENI a clarifié. L'initiative de la CENI est louable parce que c'est pour la première fois que la CENI vienne à la base, essayer d'expliquer la base, le problème que la CENI rencontre et pour récolter de la base certaines préoccupations pour essayer d'améliorer les actions sur terre. À chaque rencontre que je vais trouver les gens, je vais leur expliquer le bien fondé de la concertation. Et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris, il y a des erreurs et ils ont leurs préoccupations, il faut les corriger pour aider la CENI à bien travailler. Les Congolais sont de plus en plus nombreux à avoir perdu leur carte d'électeur pendant qu'il n'existe pas encore une autre carte d'identité. Que faire car les élections locales, municipales et urbaines approchent à pas de géant? La CENI a promis d'y répondre avec la délivrance des duplicata incessamment. Que fera la CENI en faveur de populations déplacées pour cause des conflits récurrents
particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Lors de l'opération pilote, l'opération qui vient d'être lancée ici, cette opération-là a commencé dans la province du Bandundu et puis dans le territoire de Befali. Un de nos agents était tombé dans une embuscade. L'embuscade, c'est quoi? C'est en traversant la forêt, on a creusé des pièges pour les antilopes. Le tout, notre agent était tombé. Donc, nous sommes reconnaissants des différents obstacles liés à l'opération, mais ce n'est pas pour autant que la CENI ne va pas faire le travail qui lui revient. Nous arrivons aux endroits dont on sait. L'organisation des élections implique la participation de plusieurs institutions et acteurs. Il vaut mieux que chacun joue son rôle pour ne pas bloquer la machine en plein cheminement. Et de Banana au Bas-Congo pour remonter à Libengezongo à l'équateur, enfin pour aller à l'extrême nord-est à Faradje pour redescendre à Sakania, il faudra que chacun de nous mette la main à la pâte pour réussir les élections locales, municipales et urbaines, et surtout dans la paix. Voilà, ce soir, nous ne saurons pas vous proposer ni la revue de presse, ni la page internationale. C'est parti remise pour demain. Toutes nos excuses. Bonsoir et bonne compagnie avec nos programmes ce soir. Nous disons particulièrement bonne soirée à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en Bujimaï par Kassai Horizon Radio Télévision. Bonsoir.